On ne peut pas mettre non. Donc, merci de me donner la parole. Donc, je vais vous présenter le conservatoire en faisant d'abord une rapide présentation pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, parce que je supposais que tout le monde savait ce que c'était, mais en fait peut-être pas. Je reviendrai donc sur les points clés de l'année 2023 et en évoquant peut-être un peu ce qui s'était passé avant et quelques perspectives pour une prochaine feuille de route si le consortium est reconduit, bien sûr. Donc le conservatoire, en fait, c'est un service, un outil pour la préservation et la publication des données 3D en SHS qui bénéficie d'un stockage sécurisé grâce à l'infrastructure du MANUM. Toutes les données sont enrichies et alignées avec des vocabulaires et des thésaurus interopérables pour coller au principe FAIR et l'interopérabilité. Les données peuvent être partagées soit par des expositions de collection, soit par des fouilles de données en ligne. Le partage est fait aussi avec le moissonnage OIPMH que maintenant Isidore a intégré. Et puis le partage et l'exposition des données, c'est surtout la visualisation en ligne des modèles 3D qui est maintenant assez largement répandue. La réutilisation se fait depuis les DOI, on a une citation d'un modèle 3D possible dans un article. Et puis la réutilisation, c'est surtout l'export des triplés qui ont été mappés avec une ontologie, le CIDOC par exemple, vers d'autres entrepôts comme OpenArcheo. Et puis ça passe aussi la réutilisation par on préconise l'emploi de formats ouverts pour les documents 3D pour que ceux qui veulent les réutiliser puissent le faire. Et on pense toujours à la dernière étape de la conservation qui est l'archivage froid. Donc quand on pose des données au conservatoire, on préconise d'utiliser iTag maintenant, et ce qui fait que les archives déposées au conservatoire peuvent être également déposées au CINES si elles ont été validées au niveau des formats. Donc un petit schéma comme ça pour avoir les idées plus claires. Donc vous avez chez vous sur vos ordinateurs des tas de fichiers. Vous avez lu toutes les recommandations des livres blancs, vous savez à peu près comment les organiser et les documenter. Vous avez téléchargé Altag sur votre poste et pris le temps de remplir toutes les petites boîtes pour documenter chacun des fichiers en automatique la plupart du temps. Et ensuite, vous avez la suite de la chaîne qui est le transfert de votre paquet d'archives. Donc, Altag a la bonne idée de vous générer directement un paquet d'archives que vous pouvez, tel quel, nous déposer donc, sur les serveurs. Donc, on a un serveur temporaire et après on dépose chez le MANUM. Une fois que votre paquet est sur les disques du MANUM, il y a un certain nombre d'intégrations, de manipulations à faire à peu près automatisées pour intégrer la base de données, qui est le socle du conservatoire, pour ensuite transformer votre paquet en un nouveau dépôt sur le conservatoire. Et vous voyez à la fin la possibilité de déposer au CINES votre paquet initialement généré par vous-même. Donc toute cette chaîne, cette année, a été pas mal documentée et automatisée, notamment l'étape 4, je reviendrai là-dessus, qui est la génération des... l'étape 4, oui, qui est la curation des données et surtout la création du DOI. Tout ça a été bien documenté et automatisé, ce qui fait que maintenant, je ne suis plus la seule à pouvoir assurer ce travail. Mehdi a pu tester l'intégration au conservatoire d'un certain nombre de dépôts. Donc, ce qui fait que maintenant, on a un peu une chaîne opératoire un peu plus assise qu'avant et documentée, ce qui est important pour la suite.
Donc, je me suis fait renseigner, on a renoué des contacts avec le CINES il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu la confirmation que moi-même, enfin, le Archéovision, on a un point d'entrée au CINES, on a déposé un PPDI, mais je peux, en tant que membre du consortium, m'occuper de déposer en votre nom des paquets au CINES. Pour faciliter les dépôts au CINES, sachez que nous avons un point d'entrée qui peut être utilisé par tout le monde. Il suffit que moi je le précise quand je fais les dépôts au CINES. Moi, c'est le conservatoire. Donc voilà pour une présentation rapide du conservatoire. Les points clés de l'année 2023, donc quelques nouvelles demandes d'entrée pour le conservatoire et quelques nouveaux dépôts. Donc les demandes, quand on fait une demande, quand on veut un nouveau compte, on donne à peu près la volumétrie attendue. Et donc en tout, on a 2 TB/6 de données qui ont été demandées, pas posées. Donc, on a des nouveaux dépôts qui ont été poussés donc chez Manu, beaucoup moins que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu un gros dépôt, gros mouvement avec, je ne sais pas, plus de 300 dépôts. Là, cette année, c'était plus raisonnable. Donc, à ce jour, on a 847 dépôts, 1180 objets 3D répartis dans ces dépôts, dont 588 sont visuels en ligne. Il y a eu pas mal de mouvements sur les collections aussi. Les utilisateurs ont pris en main cette façon d'exposer leurs données. Donc, on a aujourd'hui 24 collections qui regroupent les objets par thème, par collection. Au niveau des DOI, en France, donc quand on veut des DOI, c'est-à-dire un identifiant pérenne, on s'adresse à un organisme. Et en France, c'est l'INIST qui est attaché à DataCite qui s'occupe de ça. Et l'année fin 2022, je crois, DataCite France s'est organisée en créant le consortium DataCite France, dont on est devenu membre puisqu'on avait un lien avec eux, puisqu'on demandait, on a un préfixe, on a l'autorisation de créer des DOI grâce à cette demande de préfixe. Donc en 2023, on a eu une première AG qui a réuni tous les membres du consortium avec l'élection d'un comité exécutif. Et ils sont en train de s'organiser un peu comme nous autour de groupes de travail et des groupes de pilotage. Donc on nous a largement incité à en faire partie pour renforcer la présentation française au sein du consortium international DataCite. Donc je me suis bien évidemment inscrite dans le groupe Metadata Working Group qui va démarrer. On aura la présentation des groupes de travail l'année prochaine, on verra ce que ça donne. Mais voilà, on aura une représentation française du consortium 3D dans ces working groups. Ils ont fait un énorme travail au niveau de la documentation de leurs API et ils sont un peu plus fournis. Donc, elle a été tellement bien documentée que j'ai réussi à comprendre comment ça marchait et je m'en suis servie. Et c'est ce qui m'a permis de faire l'automatisation de la création des DOI et surtout la mise à jour de ces DOI. Parce qu'on a pensé à la suite où il fallait pouvoir prendre en compte la mise à jour des dépôts dans le conservatoire. Et parmi ces mises à jour, il fallait pouvoir mettre à jour les DOI de façon assez simple et automatique. C'est maintenant chose faite, on peut s'attaquer à la suite. Dans les autres nouveautés, nous avons un magnifique logo que vous voyez sur toutes les pages depuis le début de cette présentation. Et on l'a placé dans les visualisations, les visualiseurs, que ce soit Poterie ou 3D Hop, comme ça on est uniforme. On avait souvent le petit logo d'Archéovision qui était un peu pas légitime sur les dépôts qui ne venaient pas de chez nous. Donc voilà, maintenant on est homogène et tout le monde a l'estampille conservatoire. Il y a une nouvelle façon de parcourir les objets. Depuis la carte, on a fait en sorte qu'on puisse trier soit par période, soit par nature d'objet, soit les deux. Voici une capture d'écran, si au cas où on n'est pas Internet. Donc là, vous avez la carte qui se met à jour selon la période que vous demandez. Et la nature, c'est soit une restitution, soit une acquisition, soit les deux, soit de la modélisation. Donc vous avez les modèles 3D qui apparaissent sur la carte.
Et dernière nouveauté, c'est qu'on peut se mettre en favori en fait certains modèles en choisissant, en les sélectionnant sur la carte. Donc là, on ouvre un modèle et vous avez la petite coche bleue et vous pouvez la mettre dans vos favoris. Donc on a créé sur la page profil de l'utilisateur, là où on ne va jamais en général, vous avez plusieurs onglets. Il y en a un qui est vos informations. L'onglet du milieu sur les recherches enregistrées, ça c'est pas une nouveauté, je ne le montre pas, mais quand vous faites une recherche, vous pouvez l'enregistrer pour éviter d'avoir à la refaire. Et donc vous avez ce nouvel onglet favori où vous avez vraiment sur votre espace les modèles 3D qui vous intéressent. Voilà, c'était... Donc ça me donne l'occasion de vous dire qu'on a eu des stagiaires sur le conservatoire, c'est eux qui m'ont aidé à proposer ces nouveautés notamment. Donc il y a une partie d'un stage qui était consacrée à la mise en place de la gestion des versions sur les dépôts au conservatoire. Ça s'est avéré tellement énorme, non, mais ça modifiait pas mal la gestion des objets dans le conservatoire qu'on n'a pas été au bout de la mise en place. On a bien tout préparé mais on n'a pas finalisé. Donc il faudra prévoir de revenir sur ce sujet. L'autre stage qui s'est déroulé avait pour but d'implémenter un nouveau logiciel qui permettait d'automatiser complètement la fabrication de l'image en ligne de votre objet 3D. Donc en fait, quand vous déposez un objet, par défaut, il reste dans le conservatoire, il n'est pas visualisable en ligne. On a un logiciel qu'il fallait manipuler en 2-3 clics pour fabriquer cette image. Et après, on avait un certain nombre de choses, de manipulations à faire pour avoir la visualisation en ligne. Aujourd'hui, tout ça est automatisé. Et on est en train de faire les derniers tests, mais ce n'est pas sur le conservatoire encore. Donc ça y sera vraisemblablement l'année prochaine. Ce qui veut dire que chaque déposant pourra demander une visualisation et à ce moment-là, il aura en main, depuis le web, ce logiciel. Donc, il devra cliquer pour choisir quel objet, de quelle forme, avec quel visualiseur, etc. Et il aura lui-même réalisé la visualisation en ligne. Donc, une petite révolution à venir, puisqu'avant, c'était encore des choses qu'on faisait nous au labo, quelque chose que vous pourrez faire tout seul bientôt. Pour ouvrir un peu les perspectives, donc on est toujours présent dans le marketplace SSHOM, c'est ça, SSH Open Marketplace, mis en place par Daria. Donc c'est un énorme entrepôt dans lequel sont listés tous les outils, les workflows, les ressources pour les SSH, les humanities. Donc, on a plusieurs entrées. Au niveau outils, on a mis Altag, on a mis le conservatoire, et après, on a mis des workflows. On a mis comment conserver un objet 3D, depuis la documentation avec Altag jusqu'à l'intégration dans le conservatoire. Donc, quelque chose à bien ne pas perdre de vue et à continuer d'alimenter. Voilà, je vous rappelle aussi que les objets sont moissonnés et présents maintenant dans la plateforme OpenArcheo, déployée par Mazaplus. On a eu un peu de soucis aussi au démarrage, mais maintenant, la nouvelle version d'Isidore accepte le moissonnage du conservatoire, donc ça aussi, c'est une bonne chose de fait. Et toujours l'intégration prévue dans les Pactols pour avoir une autre visibilité à travers le thésaurus des Pactols, pouvoir montrer quelques objets du conservatoire s'ils sont reliés à des concepts des Pactols, bien sûr. Enfin, au niveau européen, je voulais vous informer sur ce qui se passe. Alors, il y a le projet 4CH, Competence Center for Conservation of Cultural Heritage, qui est un projet de 4 ans qui se termine l'année prochaine, je crois, et qui a été très intéressant sur le fond comme sur la forme, qui m'a donné pas mal d'idées. Enfin, moi, il y a d'autres. Donc, ils ont monté une espèce d'organisation distribuée dans lequel le but est que chacun, avec ses données dans son entourage, puisse communiquer avec une autre partie du système et que cela contribue à constituer
un espèce de centre de compétences distribué pour le coup, où chacun pourrait apporter, nourrir ce centre avec ses informations. Et donc sur la forme, cette opération, ça nous semble très pertinent d'avoir ce genre d'organisation distribuée et pour le conservatoire lui-même. Pourquoi ne pas avoir plusieurs conservatoires distribués dans la France, voire en Europe, et qu'on puisse avoir un seul point d'entrée qui soit en fait la réunion de plusieurs conservatoires sans avoir à dupliquer les métadonnées, les données pour les mettre dans un seul. Donc ça, c'est une part. Et puis, la façon dont ils montent le centre de compétences, le but, c'est d'avoir quelque part un annuaire de toutes les compétences, donc les gens avec leurs compétences et leur centre d'activité. Je me suis dit que dans le conservatoire, on avait des informations de ce type et qu'on pourrait peut-être proposer de les partager à chaque fois qu'on renseigne dans les métadonnées qui est le producteur de la 3D. Ça veut dire que cette personne-là est compétente en 3D et peut-être faire naître comme ça des espèces de réseaux de compétences à réfléchir ensemble. Et ensuite, cette année, on a été contacté par Bibract, le centre Bibract, pour participer avec eux à un projet européen Eureka 3D, qui est en fait le but étant de nourrir un cloud européen avec du contenu 3D. Et Bibract, ayant eu connaissance du conservatoire, s'est dit on va poser nos objets dans le conservatoire, puisque c'est là que c'est le mieux d'être en France en tout cas. Et après, le conservatoire, lui, fera le lien avec le projet, l'infrastructure Eureka, pour rendre visibles ces documents 3D. Donc c'est en cours. Le but étant que les modèles qui soient dans le conservatoire puissent être accessibles par donc le projet européen Eureka 3D et Europeana est dedans. Et c'est Europeana qui va donner la visualisation des modèles. Donc, une des choses à faire, c'est que le conservatoire puisse produire des métadonnées qui soient conformes à Europeana pour que tout le monde puisse discuter entre eux et voir les modèles depuis le conservatoire. Voilà. Pour la suite, le conseil scientifique du MANUM demandait systématiquement à ce qu'on rédige un espèce de PGD, un data management, un plan de gestion de données du conservatoire, ce qu'on a fini par faire quand même. Mais ça nous a permis de nous interroger sur plusieurs points, notamment réfléchir à l'aspect juridique des données. Quand quelqu'un dépose des données au conservatoire, faire attention qu'on peut, elles sont exposées, donc elles peuvent être réutilisées. Donc il faut qu'il s'interroge, le déposant déjà, comment est-ce que je veux que mes données soient réutilisées, est-ce que je veux qu'elles soient en l'état, réfléchir à ça et que nous, du coup, ça se traduit par poser une licence. Pour le moment, on a proposé les Creative Commons ou l'État Lab 2.0. Mais donc, il y a sur ça, avant, on n'avait pas trop d'obligations là-dessus. Maintenant, on va essayer de la mettre. L'aspect documentation, qualité des données, on va bien sûr intégrer dans le conservatoire le nouveau schéma, on va en parler Valentin par la suite. Et enfin, l'aspect volumétrique, on fait un plan de gestion de données, on s'interroge sur la volumétrie et nous aussi on s'interroge, est-ce qu'on va continuer à faire du no limit, c'est-à-dire qu'on peut tout prendre sans limite, ou est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions pour réduire les coûts de stockage pour rester raisonnable. Voilà. Il y a effectivement, comme Xavier l'a dit, tout un aspect formation, accompagner les déposants et notamment aider à la prise en main d'Altac pour faire des dépôts au conservatoire. Donc ça, c'est toujours une préoccupation pour l'avenir, ne pas s'arrêter. Améliorer l'interopérabilité, il y a encore plein de petites choses à faire pour une meilleure visibilité au niveau des mots-clés notamment. Et exploiter la richesse du nouveau modèle de métadonnées pour avoir encore plus de liens
dans le web sémantique. Et puis on s'interroge aussi sur la qualité des métadonnées. Comment est-ce qu'on peut garantir une certaine qualité? Est-ce qu'on ne va pas ajouter un affichage en plastique vert pour ceux qui ont bien tout rempli, etc. Et puis enfin, je vais laisser la parole à Amélie, puisqu'on est toujours dans un processus pour essayer de devenir un entrepôt de confiance pour le conservatoire, qui va vous expliquer ça mieux que moi. Pour les 10 ans, voilà, rapidement, voici le conservatoire. Il y a 10 ans, on avait quelques dépôts, 37 scènes 3D. Aujourd'hui, on a une autre interface avec d'autres points. Donc, le premier conservatoire qui est sorti, je pense que moi j'ai mis 2008 pour les premiers développements, mais je ne suis pas sûre. L'intégration du premier modèle, c'était les temples de Karnak de 1994, et je n'ai pas retrouvé les plus vieux. Donc aujourd'hui, on a l'ECND 3D qui est un vrai service de conservation et de publication pour les modèles 3D de l'ESR. Il a commencé à être développé, oui, c'est ça, en 2018. Après le premier quadriennal, on a posé les premières briques. Et donc j'ai essayé de reprendre tous les modèles qu'il y avait dans l'ancien conservatoire. Je n'ai pas encore été au bout de l'intégration. Et puis pour la suite, et ben pourquoi pas pour le conservatoire, un véritable service distribué européen pour les modèles 3D. Merci. Merci beaucoup. Pendant qu'on change, c'est Valentin qui va prendre la suite. Pendant qu'on change, il y avait une question d'Olivier Marlet qui disait: est-ce que le PGD 3D SHS a été fait avec DLP Opidor? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je ne sais plus quel modèle j'ai utilisé, que je pourrais le dire. Et je pourrais le partager.